Bonjour à tous, c'est Jastic. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 7 de mes 7 arcs favoris de One Piece. Ça reste évidemment un classement subjectif qui n'engage que moi. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour noter dans les commentaires votre propre top 7. Nous pourrons vérifier si vous avez du goût. On commence tout de suite avec le numéro 7. Dressrosa. Ambiance espagnole, corrida et flamenco, un pays en apparence paisible mais qui cache bien des secrets. L'équipage arrive à Dressrosa avec pour objectif de détruire l'usine à Smile, c'est le plan de l'eau, battre Doflamingo par l'intermédiaire de Kaido. Luffy va se battre dans le Colisée pour récupérer le fruit de son frère, pendant que les autres ont des histoires annexes. L'eau se rend sur Green Beat pour l'échange de Shizar et tombe dans un traquenard puis se fait capturer par Doflamingo. On découvre le peuple des Tontata qui fourmente un plan pour contrecarrer le despotisme de Doflamingo. Ce plan finit par aboutir, Sugar s'évanouit, la malédiction se lève. La révolte du peuple de Dressrosa commence. Doflamingo finit par instaurer la Bird Cage, s'ensuit les combats en 1v1, Luffy finit par gagner contre Doflamingo, et la formation de la flotte en fin d'arc. Quels sont les points forts de cet arc? Pour moi, ce sont le charisme de Doflamingo, un Shichibukai extrêmement bien écrit, les indices que nous avons sur Marie-Joise, les nouveaux personnages, donc la flotte, plus l'amiral Fujitora et Sabo, des combats assez stylés avec le Gear 4 et surtout la découverte du maximum de potentiel de Luffy après l'ellipse des 2 ans. Mais Dressrosa n'est pas tout rose, c'est aussi un arc qui traîne en longueur, il est possible de squeezer certaines intrigues même si elles rajoutent de l'attachement au personnage. Il y a également un manque de révélations sur le fil rouge de One Piece, il y a bien certains indices mais des révélations très peu. Pour chaque arc de ce top, je vais vous donner 3 événements qui m'ont marqué, et ici c'est Léo qui annonce que le soldat jouet est Kyros, un événement que j'ai trouvé très touchant, la bataille de Fujitora, Law et Doflamingo, très impressionnante, et bien sûr le Gear 4 de Luffy. Numéro 6. Le désert d'Alabasta et son ambiance égyptienne. Alabasta c'est quoi? C'est l'escorte de la princesse Vivi qui a infiltré l'organisation Baroque Works et découvert que Crocodile, un grand cancer, veut prendre le pouvoir de son pays. Ensuite, on part sur une période de traversée du désert pour arriver à Yuba. Ensuite, direction Rainbase pour botter le cul de Crocodile, mais les Mugis se font capturer avec Smoker. Une fois libérés, direction Alubarna pour la bataille finale de la guerre civile, et les combats des Mugiwara se font dans l'ombre. Victoire des Mugiwara, découverte des poneglyphes de l'existence des armes antiques, et ajout de Robin dans l'équipage. Alabasta, c'est aussi des 1v1 emblématiques, le premier arc avec des enjeux globaux aussi sérieux, la première victoire sur un grand corsaire reconnu et connu dans tout l'univers de One Piece, c'est le premier pas dans l'avancée de la conquête du trésor de Goldie Roger avec l'arrivée des poneglyphes et de Robin dans l'équipage. Crocodile est un antagoniste imbattable, je vous rappelle que Luffy ne possédait pas le fluide à ce moment-là. Alabasta, c'est un arc que j'adore relire, mais je lui trouve quand même quelques défauts. Il y a peu de nouvelles techniques très marquantes, à part peut-être pour Zoro. Je suis moins touché par l'histoire de Vivi que pour la moyenne des autres flashbacks. On relèvera aussi la fausse mort de Pell, qui enlèvera de la saveur à son sacrifice. Pour les 3 événements qui m'ont le plus marqué, il y a le moment où Zoro fend l'acier, les adieux envers Vivi, et la détermination de Toto, le vieux de Yuba qui creuse dans le sable pour chercher l'eau de son oasis. Numéro 5. Skypiea, l'île du paradis, une île difficile d'accès. On commence avec l'ascension sur le Knock Upstream, arrivé sur un territoire totalement inconnu, totalement dépaysant et qui promet plein de belles aventures. La moitié des Mugiwara se font enlever, l'autre doit passer des épreuves pour les rechercher sur l'autel du sacrifice. La guerre éclate entre les Shandia et le dieu Ener, et les Mugiwara sont pris à partie alors qu'ils étaient là juste pour trouver la cité d'or. Les circonstances font que Luffy finit par se battre contre Ener, Luffy gagne, découvre la cloche en or et son poneglyphe. Skypiea est sublimé par le fait que ce soit une aventure complète, les chapeaux de paille sont pas concernés par ce qui se passe, les personnages Mugi s'amusent, c'est une aventure bon enfant et souvent très drôle, on voudrait faire la fête avec eux. De plus, Ener c'est un personnage qui incarne la toute-puissance et à chaque apparition on en demande juste plus. Je vais donc mettre dans mes 3 événements marquants les éclairs longue portée d'Ener qui sont vachement classe, surtout la première fois qu'on les voit, Sanji qui sauve Nami et Usopp sur le vaisseau d'Ener, et le moment où Ener se rend compte que sa prédiction de 5 survivants dans son jeu est fausse, ça m'a beaucoup fait rire. Personnellement, je ne vois pas de très gros défauts à Skypiea, on peut quand même dire que c'est un arc qui sort du chemin
que Luffy doit emprunter pour devenir seigneur des pirates, mais en même temps il n'a pas vocation à l'être, il fait ce qu'on lui demande, j'aurais aimé le mettre plus haut dans ce top, mais les arcs suivants sont encore mieux. Numéro 4. Marineford, la guerre qui oppose la marine et les Shichibukai contre Barbe Blanche et sa flotte, ayant pour objectif de délivrer Ace. On démarre avec l'arrivée de la flotte de Barbe Blanche, la bataille commence, on passe sur une phase où on appuie l'avancée de Little Oz Jr. avec des démonstrations de force de personnages puissants comme Aokiji, Kizaru et Mihawk. Le mur d'encerclement est levé, on a l'arrivée de Luffy, s'ensuit la trahison de Squardo envers son capitaine. L'équipage de Barbe Blanche finit par dépasser le mur et appuie cette fois l'avancée de Luffy qui réussit à délivrer son frère. Les pirates tentent de s'enfuir, mais nous avons ensuite la mort de Ace, Barbe Noire arrive et Barbe Blanche finit également par mourir. Les pirates continuent de s'enfuir jusqu'à l'arrivée de Shanks qui arrive pour stopper cette guerre. Pourquoi Marineford est un arc autant apprécié? Tout simplement parce que c'est un arc court et intense qui nous en met clairement plein les yeux. C'est un aperçu pour la première fois de la haute sphère de la piraterie avec des morts signifiantes et des révélations sur la suite du manga. On n'en demande pas plus. Pour les 3 événements marquants que j'ai choisis, je ne pense pas sortir de l'ordinaire quand je dis l'arrivée de Shanks, les tsunamis de Barbe Blanche et la mort d'Ace et de Barbe Blanche. On entre dans le podium avec Wano Kuni qui représente le Japon féodal. Wano Kuni c'est quoi? Wano Kuni, c'est l'arrivée des Mugiwara qui sont directement séparés. Luffy rencontre une jeune fille du nom de Otama qui lui offre à manger, tombe malade. Il va chercher un remède dans un autre village nommé Okobore et trouve Zoro en chemin. Et finissent par arriver au village qui se trouve être un village très pauvre, dans la misère, qui n'ont rien à manger. Donc Luffy va leur chercher de la nourriture saine avant d'aller retrouver ses compagnons aux ruines du château d'Oden. Kaido débarque, Luffy se fait one-shot par Kaido et emprisonné à Udon. L'Alliance continue leur plan pendant que le traître Kanjuro leur met des bâtons dans les roues. Luffy s'entraîne. Pendant ce temps, on assiste à la mort de Tonoyasu et l'arrivée de Big Mom. On passe sur la mutinerie et la prise de la prison d'Udon, regroupement des alliés avant le départ sur Onigashima, l'enlèvement de Momo, l'infiltration du banquet et le début de la bataille. Kaido vs Fourreau Rouge, Kaido vs Supernova, Kaido vs Yamato, les combats alternatifs et pour finir Kaido vs Luffy. Je tiens tout de même à dire que lorsque je monte cette vidéo, nous en sommes au chapitre 1047 et du coup l'arc n'est pas fini. Wano Kuni, c'est un pays avec une histoire ultra touchante, beaucoup de références culturelles, des révélations en masse. Pour ne pas me déplaire, en rapport avec Goldie Roger, on peut voir ça comme une histoire dans une histoire avec des trahisons, des morts marquantes comme Tonoyasu, des combats clairement explosifs. Depuis que toi et moi on lit One Piece, on a attendu que le manga arrive à ce niveau et franchement quand on voit Kaido, je suis pas déçu. Mais, parce que oui, il y a un mais, une montée en puissance trop rapide, pour moi ça aurait dû s'étaler sur plusieurs arcs. Il a appris le Ryuo, l'éveil de son fruit et le revêtement du Haki royal en un arc. Dans cette guerre, il y a aussi un manque de répercussions chez les alliés, il n'y a aucun des Fourreaux Rouges qui est mort. Cet arc est aussi très long, c'est le plus long depuis le début de One Piece. Après, il est bien, mais il y a quand même des moments qu'on aurait pu enlever. Les 3 événements qui m'ont le plus marqué, c'est Low Kid vs Big Mom, les Supernova vs Big Mom et Kaido, et l'éveil de Luffy qui m'a marqué, même si je ne sais pas encore si c'est en bien ou en mal. La médaille d'argent est attribuée à Enies Lobby, un arc qui représente tout ce que j'aime dans One Piece. Cette fois, nous aurons un résumé plus court. On arrive sur Enies Lobby, l'île judiciaire du gouvernement mondial, dans l'espoir de récupérer Robin. On effectue une avancée sur l'île jusqu'au toit du tribunal pour enchaîner sur le passé de Robin. Ensuite, les 1v1 de chaque Mugiwara avec leur power-up associé. Le Buster Call arrive avec la victoire de chaque Mugiwara. En dernier, Luffy. Puis on arrive sur Water 7 pour finir avec les révélations de l'amiral Garp. Pour moi, Enies Lobby, c'est quand même l'arc avec les plus gros enjeux, vu qu'on parle ici quand même des armes antiques. Les niveaux de puissance des personnages sont parfaitement traités, des power-ups plausibles, des antagonistes emblématiques et l'histoire de Robin ne gâche rien. Pour moi, c'est la plus touchante. Je ne vois aucun problème majeur dans l'arc. Pour moi, il fait tout ce qu'on lui demande. Le Je veux vivre de Robin était mythique. Usopp qui détruit le drapeau du gouvernement mondial, c'était parfait. Et le Guerre 2 de Luffy, ainsi que le Ashura de Zoro et le Double Jumper de Sanji, c'était juste irréel.
Et j'offre la première place à La Rêverie, un des arcs les plus courts de One Piece. Chaque semaine c'était dingue, on devait repenser l'œuvre, et moi en tant que fan de théorie, je ne pouvais pas me résoudre à le mettre moins haut que la première place. La Rêverie, c'est 53 qui se regroupent pour décider de l'avenir du monde, le conseil des 5 doyens qui prennent des décisions dans l'ombre, l'infiltration de l'armée révolutionnaire, l'arrivée de Shanks, sans oublier Jewelry Bonnie et Im-sama qui s'assoit sur le trône vacant. C'est aussi des tonnes de révélations, des tonnes de nouvelles questions et en 10 chapitres des tas de nouvelles théories possibles, on en veut juste plus. Il n'y a que 10 chapitres, mais je ne peux pas me résoudre à mettre que 3 événements marquants, donc je vais en mettre 5, c'est l'armée révolutionnaire dans l'ascenseur, Shanks qui arrive, le chapeau de paille sous Marie-Joise, la découverte de Im et l'abolition des grands corsaires. Si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, lâcher un like, tout ça, ça m'aiderait beaucoup à faire connaître la chaîne, et je vous dis à un jour. Ciao!